Un homme de 1,67 m qui a conquis la moitié de l'Europe, un génie militaire qui n'a jamais perdu une bataille pendant 15 ans, l'empereur des Français qui a écrit le Code civil, encore utilisé aujourd'hui. Et pourtant, il finira ses jours seul sur une île perdue au milieu de l'Atlantique. Vaincu, brisé, abandonné de tous. Comment est-ce possible? Comment un tel génie peut-il s'autodétruire de façon si spectaculaire? Je vais vous révéler aujourd'hui la véritable cause de la chute de Napoléon. Et ce n'est ni l'hiver russe, ni Waterloo, ni les coalitions européennes. C'est quelque chose de plus insidieux, de plus personnel, de plus universel. C'est son ego. Cet ego qui l'a porté au sommet et qui l'a précipité dans l'abîme. Et si je vous parle de Napoléon aujourd'hui, c'est parce que son histoire est un miroir dans lequel nous pouvons tous nous reconnaître, car l'ego qui a détruit Napoléon, c'est le même qui détruit des millions de personnes aujourd'hui, dans les entreprises, dans les relations, dans les carrières. Cet ego qui transforme nos plus grandes forces en nos plus grandes faiblesses. Cet ego qui nous aveugle au moment précis où nous avons le plus besoin de voir clair. Revenons au début. Napoléon Bonaparte naît en Corse en 1769. Un enfant de petite noblesse, dans une famille nombreuse. Rien ne le destinait à conquérir l'Europe. Mais très tôt, quelque chose le distingue. Une ambition féroce, une intelligence exceptionnelle et surtout, une conviction inébranlable en sa propre destinée. À 24 ans, il est déjà général. À 30 ans, il prend le pouvoir en France. À 35 ans, il se couronne empereur. Cette ascension fulgurante n'est pas le fruit du hasard. Napoléon possède des qualités extraordinaires, un génie tactique, une capacité de travail surhumaine, un charisme magnétique, une vision stratégique à long terme. Il dort 4 heures par nuit, lit constamment, analyse tout, anticipe tout. Il révolutionne l'art de la guerre, modernise l'administration, transforme l'éducation. C'est un génie, aucun doute là-dessus. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Plus Napoléon accumule les victoires, plus lui. Quelque chose de subtil au début, puis de plus en plus visible. Ses proches commencent à le remarquer. Il écoute moins, il consulte moins, il impose plus. Les conseils deviennent des ordres. Les discussions deviennent des monologues. L'empereur ne doute plus jamais. Carl Jung, le psychanalyste dont nous avons déjà parlé, avait un concept fascinant pour décrire ce phénomène, l'inflation de l'ego. Quand une personne s'identifie complètement à ses succès, quand elle commence à croire qu'elle est réellement exceptionnelle, différente, au-dessus des lois ordinaires de l'humanité, son ego se gonfle. Et comme tous les ballons, plus il se gonfle, plus il devient fragile. Napoléon tombe dans ce piège avec une violence extraordinaire. Chaque victoire renforce sa conviction qu'il est invincible. Austerlitz, Iéna, Wagram, autant de preuves que rien ne peut l'arrêter. Il commence à croire à sa propre légende. Il se dit « fils de la fortune, élu du destin, nouveau César ». Et quand on se croit au-dessus de l'humanité, on commence à ignorer les lois de l'humanité. Observez ce qui se passe alors. Napoléon, qui était autrefois un stratège calculateur, devient imprudent. Lui, qui analysait minutieusement chaque situation, commence à agir par intuition, par orgueil. Lui, qui savait s'entourer des meilleurs, commence à se méfier de tous ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. L'ego transforme ses forces en faiblesse. Prenons un exemple concret, la campagne de Russie. Tous les conseillers de Napoléon lui déconseillent cette expédition. Talleyrand, son ministre des Relations extérieures, lui explique que c'est de la folie. Ses généraux lui rappellent les dangers de s'étendre sur un front si vaste. Les chiffres sont contre lui. 600 000 hommes à nourrir sur des milliers de kilomètres. Un hiver russe impitoyable, un ennemi qui peut se replier indéfiniment. Mais Napoléon n'écoute plus. Son ego lui murmure qu'il a toujours eu raison contre tous, qu'il est plus intelligent que ses conseillers, qu'il voit des opportunités là où les autres voient des obstacles. Il part pour Moscou avec la plus grande armée jamais assemblée en Europe. 6 mois plus tard, il en revient avec 30 000 hommes. Un désastre absolu. Mais même après cette catastrophe, Napoléon ne comprend pas. Il refuse d'analyser ses erreurs. Il accuse la météo, la malchance, la trahison de ses alliés. Jamais sa stratégie, jamais ses décisions, jamais son jugement. C'est exactement ce que fait un ego blessé. Il projette la responsabilité vers l'extérieur pour protéger l'image idéalisée de soi. Jung
appelait cela le déni de l'ombre. Nous avons tous une ombre, une partie de nous que nous préférons ne pas voir. Nos faiblesses, nos erreurs, nos limites, nos peurs. Une personne psychologiquement saine reconnaît son ombre et travaille avec elle, mais un ego gonflé refuse de voir cette ombre. Il la projette sur les autres, il l'ignore, il la nie. Et c'est exactement ce qui va causer sa perte. Napoléon aurait pu apprendre de la Russie, il aurait pu se remettre en question, ajuster sa stratégie, reconnaître ses limites. Au lieu de cela, il double la mise. Leipzig, puis les 100 jours, puis Waterloo. Chaque fois, le même schéma. L'ego refuse d'accepter la réalité et pousse vers une escalade qui ne peut que mal finir. Vous voulez savoir ce qui est le plus tragique dans cette histoire? Napoléon avait toutes les qualités pour être un grand leader pendant des décennies. Il était brillant, visionnaire, capable d'inspirer les foules, mais son ego a transformé ses qualités en poison. Sa confiance est devenue arrogance, sa vision est devenue aveuglement, son charisme est devenu manipulation. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, partout autour de nous. Combien d'entrepreneurs brillants ont détruit leur entreprise par excès de confiance? Combien de leaders talentueux ont perdu leur équipe en refusant d'écouter? Combien de personnes ont sabordé leurs relations en pensant avoir toujours raison? L'ego est un serviteur formidable, mais un maître terrible. Quand il nous sert, il nous donne la confiance nécessaire pour oser, pour innover, pour diriger. Mais quand il nous domine, il nous aveugle sur nos propres erreurs et nous coupe de la réalité. Il transforme chaque critique en attaque personnelle, chaque échec en injustice, chaque limite en défi à relever coûte que coûte. Parlons maintenant de ce qui différencie un ego sain d'un ego destructeur. Un ego sain vous permet de reconnaître vos qualités sans vous couper de vos défauts. Il vous donne confiance dans vos compétences tout en vous gardant humble face à la complexité du monde. Il vous pousse à viser haut tout en vous rappelant que vous restez humain, faillible, mortel. Un ego destructeur, lui, ne tolère aucune contradiction. Il vous fait croire que vous êtes l'exception aux règles, que vos intuitions valent mieux que les données, que votre expérience passée garantit votre succès futur. Il transforme chaque feedback en critique personnelle et chaque remise en question en trahison. Napoléon est tombé dans ce second piège. Plus il réussissait, plus il devenait sourd aux signaux d'alarme. Ses généraux avaient en peur de lui dire la vérité. Ses ministres n'osaient plus le contredire. Il s'est retrouvé dans une bulle, entouré de flatteurs et coupé de la réalité. Et quand la réalité a fini par rattraper sa bulle, le choc a été d'autant plus violent. Il y a une leçon profonde à tirer de cette histoire. Le succès peut être plus dangereux que l'échec. L'échec nous force à nous remettre en question, à apprendre, à grandir. Le succès, lui, peut nous conforter dans l'illusion que nous maîtrisons tout, que nous comprenons tout, que nous contrôlons tout. Et cette illusion peut devenir notre perte. Regardez les leaders qui durent, ceux qui traversent les décennies sans s'effondrer. Ils ont tous un point commun. Ils gardent un lien avec leur humanité. Ils s'entourent de personnes qui peuvent leur dire non. Ils cultivent l'humilité même dans le succès. Ils savent que leur position actuelle ne garantit rien pour demain. Warren Buffett, malgré sa fortune colossale, vit toujours dans la même maison modeste qu'il a achetée dans les années 50. Ce n'est pas de l'avarice, c'est de la sagesse. Cette maison lui rappelle d'où il vient, qui il est vraiment, au-delà de sa réussite financière. C'est un ancrage contre l'inflation de l'ego. Napoléon, lui, a perdu tous ses ancrages. Plus de familles proches qui osent le contredire, plus d'amis d'enfance pour lui rappeler ses origines, plus de mentors pour le guider. Seuls restaient les courtisans, les flatteurs, ceux qui avaient intérêt à entretenir ses illusions. Il s'est coupé de tout ce qui aurait pu le ramener à la réalité. Voici ce qui est fascinant. Même à Sainte-Hélène, dans son exil final, Napoléon continue de nier sa responsabilité. Il dicte ses mémoires en accusant tout le monde, sauf lui-même, les Anglais, les Russes, ses généraux, la météo, la malchance. Jamais il ne dit « j'ai fait des erreurs, j'ai été aveuglé par mon orgueil, j'aurais dû écouter davantage ». L'ego préfère mourir plutôt que d'admettre ses torts. Et pourtant, quelques moments de lucidité percent parfois. Dans ces dernières années, il confie à son médecin « j'ai été trop ambitieux, j'aurais dû savoir m'arrêter ». Mais ces moments restent rares, noyés dans un océan de justification et de rationalisation.
C'est exactement le mécanisme que nous voyons chez les personnalités narcissiques aujourd'hui. Elles peuvent avoir des éclairs de conscience, des moments où elles entrevoient leurs propres responsabilités, mais ces moments sont vite étouffés par l'ego qui refuse de voir la vérité en face. Alors, comment éviter le piège de Napoléon? Comment garder un ego sain, même dans le succès? Première règle, cultivez votre cercle de vérité. Entourez-vous de personnes qui n'ont rien à gagner à vous flatter, qui peuvent vous dire non sans risquer leur position. Famille, amis de longue date, mentors bienveillants. Ces personnes sont votre système d'alarme contre l'inflation de l'ego. Deuxième règle, restez connecté à vos origines. N'oubliez jamais d'où vous venez, qui vous étiez avant vos succès. Gardez des photos, des objets, des rituels qui vous rappellent votre humanité. Napoléon aurait gagné à retourner régulièrement en Corse, à revoir sa famille, à se souvenir du petit garçon qu'il était. Troisième règle, pratiquez l'humilité intellectuelle. Rappelez-vous constamment que vous ne savez pas tout, que le monde est complexe, que vos succès passés ne garantissent rien pour l'avenir. Posez-vous régulièrement cette question. Et si j'avais tort? Et si je passais à côté de quelque chose d'important? Quatrième règle, accueillez les échecs comme des cadeaux. Chaque erreur, chaque revers, chaque critique est une opportunité d'apprendre et de grandir. Napoléon aurait dû voir la Russie comme un signal d'alarme, pas comme un accident de parcours. Les échecs nous ramènent à la réalité et nous protègent contre l'illusion de toute puissance. Cinquième règle, cultivez une mission plus grande que votre ego. Quand vous servez quelque chose de plus grand que vous-même, votre ego passe au second plan. Napoléon, au début, servait les idéaux de la Révolution, la modernisation de la France, l'émancipation des peuples, mais peu à peu, il s'est mis à servir sa propre gloire. Et c'est là que tout a basculé. L'histoire de Napoléon nous enseigne une vérité universelle. Le plus grand ennemi du génie, c'est l'ego du génie. Vos talents peuvent vous mener au sommet, mais seule votre humilité peut vous y maintenir. Vos succès peuvent vous ouvrir toutes les portes, mais seule votre sagesse peut vous éviter de franchir celles qui mènent à votre perte. Regardez autour de vous, dans votre entreprise, dans votre cercle social, dans votre famille même. Combien de personnes talentueuses gâchent leur potentiel par excès d'ego? Combien de relations se brisent parce que quelqu'un refuse d'admettre ses torts? Combien de projets échouent parce que le leader ne supporte pas d'être remis en question? Et maintenant, regardez en vous, honnêtement. Y a-t-il des domaines où votre ego vous aveugle, des critiques que vous refusez d'entendre, des erreurs que vous ne voulez pas reconnaître, des signes d'alarme que vous ignorez? Si oui, vous n'êtes pas seul. Nous avons tous nos zones d'aveuglement, nos points sensibles, nos mécanismes de défense. La différence entre Napoléon et les leaders qui durent, c'est la capacité à voir ces zones d'aveuglement et à travailler dessus. C'est le courage de regarder son ombre en face plutôt que de la nier. C'est l'humilité de reconnaître qu'on peut toujours apprendre, grandir, s'améliorer. Napoléon disait « Un leader est un marchand d'espoir », mais il a oublié que pour vendre de l'espoir aux autres, il faut d'abord rester connecté à la réalité. Il faut garder les pieds sur terre, même quand la tête touche les nuages. Il faut savoir que l'on reste mortel, même quand on se sent immortel. La vraie grandeur ne consiste pas à ne jamais tomber. Elle consiste à tomber, à apprendre et à se relever plus sage. Napoléon avait toutes les qualités pour être vraiment grand, mais son ego l'a empêché d'apprendre de ses chutes, et c'est cela, au final, qui l'a détruit. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque qui cultive l'ego comme jamais auparavant. Les réseaux sociaux nous poussent à construire une image parfaite de nous-mêmes. La culture entrepreneuriale glorifie les success stories et ignore les échecs. La société de consommation nous vend l'illusion que nous méritons tout, immédiatement, sans effort. Dans ce contexte, l'histoire de Napoléon est plus actuelle que jamais. Elle nous rappelle que le succès sans humilité est un château de cartes, que la confiance sans remise en question est de l'aveuglement, que la grandeur sans sagesse est vouée à l'autodestruction. Alors la prochaine fois que vous ressentez cette euphorie du succès, cette certitude d'avoir raison, cette impression d'être au-dessus du lot, souvenez-vous de Napoléon. Souvenez-vous que le génie qui l'a mené au sommet, c'est le même ego qui l'a précipité dans l'abîme. Et demandez-vous, suis-je en train de servir ma mission ou suis-je en train de servir mon ego? Cette question
pourrait bien vous sauver de votre propre Waterloo, car au final, nous avons tous un empereur qui sommeille en nous. La question n'est pas de le nier, mais de l'apprivoiser, de le mettre au service de quelque chose de plus grand que nous, de faire de lui un serviteur de nos valeurs, plutôt qu'un maître de nos vies. Napoléon reste l'un des plus grands génies de l'histoire, mais il aurait pu être bien plus encore s'il avait su dompter ce génie au lieu de se laisser dompter par lui. Sa chute nous enseigne peut-être la plus importante des leçons. Ce n'est pas la grandeur qui détruit les grands hommes, c'est l'illusion de grandeur. Et cette illusion, nous pouvons tous la voir venir si nous gardons les yeux ouverts sur nous-mêmes.